Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène suivante, vous entrez dans une boutique, ou vous naviguez sur un site web. Et dès les premières secondes, vous ressentez une évidence absolue. Tout a été pensé pour vous. Vos moindres désirs semblent avoir été anticipés, vos frustrations potentielles ont été gommées avant même d'apparaître, et vous vous sentez. Non pas comme une simple carte bancaire sur pattes, mais comme un invité de marque. Cette sensation, si rare et pourtant si recherchée, n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une ingénierie d'entreprise minutieuse. D'une philosophie de management que nous allons explorer en profondeur aujourd'hui à travers l'analyse d'un ouvrage de référence. Putting Customer First, ou en français, Placer le client avant tout, coécrit par Andy Bruce et Ken Langdon. Ce livre, qui se présente comme un véritable manuel de survie et de prospérité pour toute organisation, nous rappelle une vérité fondamentale que beaucoup de dirigeants oublient dans le tumulte des bilans financiers, sans clients. Il n'y a pas d'entreprise. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de placarder des slogans creux sur les murs des bureaux ou d'avoir un service après-vente poli. Non, ce que nous proposent les auteurs, c'est une révolution copernicienne de notre manière de concevoir le travail. Où le client devient le soleil autour duquel gravitent absolument toutes les décisions, tous les processus et tous les employés de l'entreprise. Pour entamer cette réflexion, il est crucial de comprendre pourquoi cette approche est devenue une question de vie ou de mort économique. Nous ne sommes plus dans les 30 glorieuses où il suffisait de fabriquer un produit pour qu'il trouve preneur. Aujourd'hui, l'offre surpasse largement la demande dans presque tous les secteurs. La technologie évolue à une vitesse fulgurante, les réglementations changent, et surtout, les attentes des consommateurs n'ont jamais été aussi élevées. Le client moderne est informé, volatile, et impitoyable face à la médiocrité. Par conséquent, la seule façon de croître n'est plus seulement d'innover technologiquement, mais d'innover dans la relation. Cela commence par un postulat de base que le livre met en lumière avec une clarté redoutable. Il faut considérer chaque client comme un individu unique, même lorsque l'on s'adresse à des marchés de masse. C'est ici qu'intervient le premier grand défi du manager, l'identification et la compréhension profonde de sa clientèle. Car, et c'est une réalité qu'il faut avoir le courage d'affronter, tous les clients ne se valent pas. L'ouvrage nous invite à nous concentrer sur nos meilleurs clients. Mais qu'est-ce qu'un bon client? Ce n'est pas nécessairement celui qui dépense le plus à un instant T. C'est celui qui présente une valeur sur le long terme, celui dont le coût d'acquisition et de maintien est inférieur à la rentabilité qu'il génère. Et surtout, celui dont les besoins correspondent parfaitement à ce que votre entreprise sait faire de mieux. Il est donc impératif de dresser une cartographie de votre clientèle. D'identifier ces 10 ou 20% d'acheteurs qui assurent la pérennité de votre activité, et de leur accorder une attention disproportionnée. Cette démarche d'identification nous amène naturellement à la question de la prédiction. Un excellent service client ne se contente pas de réagir, il anticipe. Les auteurs soulignent l'importance vitale de surveiller les tendances du marché, les évolutions technologiques, et même les changements de mode de vie. Si vous vendez des glaces et que l'hiver approche, ou si une crise économique modifie le pouvoir d'achat, votre offre doit pivoter avant même que le client ne formule une nouvelle demande. Mais comment deviner ce que le client voudra demain? La réponse est d'une simplicité désarmante, bien que son exécution soit complexe, il faut l'écouter. L'écoute ne consiste pas à envoyer un questionnaire de satisfaction ennuyeux une fois par an. C'est un dialogue continu. Chaque point de contact, chaque appel au service client, chaque visite en magasin est une mine d'or d'informations. L'ouvrage nous encourage vivement à multiplier les rencontres formelles et informelles. À organiser des groupes de discussion, les fameux focus group, où l'on invite une poignée de clients représentatifs pour discuter ouvertement d'eux. Leurs expériences. Le secret de ces rencontres réussies réside dans l'attitude de l'animateur, il ne s'agit pas de se justifier ou de vendre, mais de poser des questions ouvertes, de creuser les insatisfactions, et d'accueillir la critique comme un cadeau inestimable. Parallèlement, il faut structurer la remontée d'informations. Un employé en première ligne qui entend 10 fois la même plainte dans la journée détient une information stratégique majeure. Si cette information meurt avec lui à la fin de son service parce qu'il n'y a pas de canal pour la transmettre à la direction, l'entreprise est sourde et aveugle. Mais la notion de client, selon Bruce et Langdon, va bien au-delà de la personne qui sort son portefeuille. C'est l'une des révélations les plus puissantes de ce livre, l'introduction du concept de client interne.
Imaginez votre entreprise comme une longue chaîne de montage, non pas de pièces métalliques, mais de valeurs. Le département marketing est le client du département recherche, les commerciaux sont les clients du marketing. Et le service client est le client des commerciaux. Si un maillon de cette chaîne interne est défaillant, si les départements ne se considèrent pas mutuellement comme des clients dignes d'excellence, la qualité finale perçue par l'acheteur externe sera inévitablement dégradée. L'ouvrage nous exhorte donc à appliquer les mêmes standards de rigueur, de courtoisie et d'exigence dans nos relations entre collègues que ceux que nous réservons au grand public. Comprendre les attentes de son collègue du bureau d'à côté, faciliter son travail, lui livrer des informations claires et dans les délais. C'est déjà faire du service client. Cette philosophie brise les silos destructeurs qui rongent tant de grandes organisations et crée un alignement stratégique où chaque individu, même s'il ne voit jamais l'acheteur final, comprend en quoi son travail quotidien contribue à la satisfaction globale. Une fois que nous avons compris qui sont nos clients internes et externes, et que nous avons mis en place des systèmes pour les écouter, il faut structurer ces données. C'est là qu'intervient l'art de la segmentation. Traiter tout le monde de la même manière est le meilleur moyen de ne satisfaire personne. Le livre nous guide à travers la création de matrices de segmentation. On ne segmente plus seulement par ajout par catégorie socio-professionnelle, des critères souvent trop superficiels. On segmente par comportement d'achat, par motivation profonde, par niveau d'exigence. Prenons un exemple concret, dans l'hôtellerie, un voyageur d'affaires n'a absolument pas les mêmes attentes qu'une famille en vacances. Même s'ils ont le même âge et les mêmes revenus. Le premier voudra un Wi-Fi ultra rapide, un check-in express et un petit déjeuner très tôt, tandis que la seconde privilégiera l'espace de la chambre, les activités pour enfants et la flexibilité des horaires. En comprenant ces segments, l'entreprise peut allouer ses ressources de manière intelligente, en offrant à chaque groupe exactement ce qu'il valorise le plus, sans gaspiller d'énergie sur des services secondaires à leurs yeux. Cela nous pousse à analyser de très près le processus d'achat lui-même. Pourquoi un client décide-t-il de franchir le pas? Souvent, les entreprises font l'erreur tragique de penser que le prix est l'unique facteur de décision. Les auteurs déconstruisent ce mythe avec brio. Le prix n'est qu'une des composantes de l'équation de la valeur. Le client achète un produit, certes, mais il achète aussi la réputation de la marque, la facilité d'utilisation, le service après-vente, et surtout, la tranquillité d'esprit. Si vous parvenez à démontrer que votre produit, bien que plus cher, résoudra le problème du client plus rapidement, durera plus longtemps, ou lui évitera des maux de tête futurs, le prix devient secondaire. C'est la notion de rapport qualité-prix perçu. Il est donc impératif d'éduquer vos clients sur la valeur réelle de ce que vous offrez. Et de ne jamais entrer dans une guerre des prix qui finira par détruire vos marges, par ricochet, votre capacité à investir dans la qualité de votre service. Maintenant, penchons-nous sur la mise en action de ces principes. Avoir de bonnes intentions ne suffit pas, il faut des objectifs mesurables et une refonte des processus. L'ouvrage insiste sur la nécessité de fixer des objectifs orientés clients. Trop souvent, les objectifs d'une entreprise sont purement financiers ou opérationnels, réduire les coûts de 10%, augmenter la production, raccourcir le temps d'appel moyen en centre d'appel. Ces objectifs, bien que compréhensibles d'un point de vue comptable, peuvent être toxiques pour la relation client. Si vous demandez à vos conseillers téléphoniques de raccrocher en moins de 3 minutes pour tenir leur quota, ils expédieront les problèmes complexes et laisseront le client frustré. Un objectif orienté client serait plutôt résoudre le problème du client dès le premier appel, quel que soit le temps que cela prend. Pour y parvenir, l'entreprise doit avoir le courage d'auditer et de remettre en question ses propres règles. C'est ce que les auteurs appellent l'amélioration continue des processus. Il faut traquer impitoyablement toutes les procédures internes qui existent parce qu'on a toujours fait comme ça et qui compliquent la vie du client. Pourquoi faire remplir un formulaire de 3 pages si seules 2 informations sont vraiment utiles? Pourquoi imposer des délais de validation hiérarchiques interminables pour accorder un simple remboursement? Simplifier la vie du client doit devenir une obsession opérationnelle. Bien entendu, même avec les meilleurs processus du monde, l'erreur est humaine et les dysfonctionnements sont inévitables. C'est ici que nous abordons l'un des chapitres les plus cruciaux et les plus passionnants de la relation client, la gestion des plaintes. La plupart des gens fuient les conflits et voient un client mécontent comme une nuisance, un problème à étouffer le plus vite possible. Le livre nous invite à un renversement de perspective radicale, une plainte est un cadeau.
Un client qui prend le temps de se plaindre est un client qui tient encore à vous, qui espère secrètement que vous allez réparer votre erreur. Ceux qui ne se plaignent pas sont ceux qui partent silencieusement à la concurrence, vous laissant dans l'ignorance de vos propres faiblesses. Dès lors, comment gérer une crise? La méthode proposée est empreinte d'une profonde intelligence émotionnelle. La première étape est l'écoute active et ininterrompue. Il faut laisser le client vider son sac, sans jamais le couper. Sans chercher à se justifier ou à rejeter la faute sur le système informatique ou sur un collègue. Ensuite, vient l'empathie sincère, reconnaître la frustration du client, valider ses émotions. Dire « je comprends tout à fait que vous soyez en colère » a un pouvoir désamorçant extraordinaire. Ensuite, il faut s'approprier le problème. Le client se moque de savoir que c'est le département logistique qui a fauté. La personne qu'il a au bout du fil représente l'entreprise tout entière. Il faut donc s'engager personnellement à trouver une solution, expliquer clairement les étapes qui vont suivre, et surtout, tenir ses promesses. Un problème excellemment géré transforme très souvent un client furieux en un défenseur acharné de votre marque. Car vous lui avez prouvé que vous êtes digne de confiance même dans l'adversité. Mais pour que des employés soient capables de gérer des situations aussi tendues avec grâce et efficacité, il faut que l'entreprise leur en donne les moyens. Cela nous conduit au cœur du réacteur, la création d'une véritable culture d'entreprise orientée client. Cette culture ne se décrète pas par une note de service, elle se vit au quotidien et elle doit impérativement ruisseler du sommet vers la base. Si les dirigeants ne parlent que de réduction des coûts et jamais de satisfaction client, les employés comprendront très vite où se situent les vraies priorités. Le leadership par l'exemple est fondamental. Les managers doivent même passer du temps sur le terrain, écouter les appels des clients, lire les courriers de réclamation. De plus, il est essentiel de donner du pouvoir aux employés de première ligne. C'est ce qu'on appelle l'empowerment. Si un réceptionniste d'hôtel doit appeler son directeur pour offrir un petit déjeuner à un client qui a subi une fuite d'eau dans sa chambre, le moment magique est perdu. L'employé doit avoir une marge de manœuvre, un budget discrétionnaire et la confiance de sa hiérarchie pour prendre des décisions immédiates visant à satisfaire le client. En parallèle, il faut célébrer et récompenser les comportements vertueux. Raconter les histoires des employés qui ont fait un effort exceptionnel pour un client lors des réunions d'équipe crée des légendes internées. Façonne l'ADN de l'entreprise. Poursuivons notre réflexion en intégrant une dimension incontournable de notre époque, le commerce électronique et la technologie. Le livre aborde la nécessité vitale de transposer cette chaleur humaine et cette efficacité dans le monde numérique. L'interface d'un site web est votre nouvelle vitrine, et le parcours utilisateur, l'UX, est votre nouveau vendeur. Un site lent, confus, où les informations de contact sont cachées, est l'équivalent d'un magasin mal éclairé avec un vendeur impoli. La technologie doit être utilisée pour fluidifier l'expérience, pas pour dresser des murs entre l'entreprise et le client. L'utilisation intelligente des bases de données permet de personnaliser la relation, se souvenir des achats précédents. Proposer des produits complémentaires pertinents, appeler le client par son nom dans les communications. Cependant, les auteurs nous mettent en garde contre la déshumanisation totale. Même à l'ère du tout numérique, le client doit toujours avoir la possibilité de parler à un être humain lorsqu'il est face à un problème complexe que la machine ne peut résoudre. La technologie est un facilitateur, un outil d'accélération, mais elle ne remplacera jamais l'empathie d'une voix chaleureuse et compréhensive. Tout ce travail colossal, cette remise en question permanente, cette formation des équipes, cette adaptation technologique, a un but ultime qui résonne comme le point culminant de l'ouvrage, la construction d'une fidélité à long terme. La rentabilité véritable et durable d'une entreprise ne se trouve pas dans l'acquisition frénétique et coûteuse de nouveaux clients pour remplacer ceux qui fuient, mais dans la rétention. Garder un client coûte infiniment moins cher que d'en conquérir un nouveau. Un client fidèle achète plus souvent, est moins sensible aux variations de prix, pardonne plus facilement les petites erreurs, et surtout, devient votre meilleur canal de marketing par le bouche à oreille. Il est l'actif le plus précieux de votre bilan, bien qu'il n'y apparaisse pas sous forme de chiffres. Pour cimenter cette relation à long terme, la communication doit être d'une clarté absolue. Fuyez le jargon technique qui fait se sentir le client inférieur ou confus. Adoptez un langage simple, direct et transparent. Si vous apportez des changements à vos produits ou services, expliquez-en les raisons avec honnêteté, en montrant toujours en quoi cela bénéficiera au client final. En fin de compte, la lecture de Cash Angla Train acheté nous laisse face à un miroir.
Le livre propose d'ailleurs, dans ses dernières pages, des grilles d'auto-évaluation pour les managers. Il nous force à nous poser des questions dérangeantes mais salutaires. Est-ce que je connais vraiment mes clients? Est-ce que mes équipes ont les outils pour bien les servir? Est-ce que mes propres décisions quotidiennes sont dictées par le confort interne ou par l'excellence externe? L'obsession client n'est pas un projet avec une date de début et une date de fin. C'est une discipline quotidienne, un état d'esprit qui exige de l'humilité, de la résilience et une volonté farouche de s'améliorer en permanence. C'est accepter que le juge de paix final de votre travail ne sera jamais votre patron, ni vos actionnaires, mais cette personne. De l'autre côté du comptoir ou de l'écran, qui choisit de vous accorder sa confiance et son argent. C'est sur cette réflexion profonde que s'achève notre exploration de cet ouvrage magistral. Si vous appliquez ne serait-ce qu'une fraction de ces principes, vous ne ferez pas que vendre des produits, vous créerez des expériences mémorables. Vous bâtirez des relations de confiance inébranlables. Et vous assurez à votre entreprise une place de choix dans le cœur et l'esprit de ceux qui comptent le plus. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette analyse détaillée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons ensemble à décrypter les clés du succès. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de vos clients.